Bonjour. Le Moyen-Orient demeure au cœur des grands enjeux internationaux entre efforts diplomatiques, défis sécuritaires, transformation économique et évolution géopolitique. La région continue d'attirer l'attention du monde entier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Les coulisses du Moyen-Orient. Dans cette édition, nous allons faire un tour d'horizon complet de l'actualité dans cette région où le développement ne cesse pas. Alors restez avec nous pour suivre les événements au Moyen-Orient lors de ces dernières 24 heures. Et on va commencer tout de suite par un sujet sur le canal de Suez et retour pour les informations. Le canal de Suez est l'une des voies navigables les plus importantes au monde. Situé en Égypte, il relie la mer Méditerranée à la mer Rouge, offrant ainsi une liaison directe entre l'Europe et l'Asie, sans avoir à contourner le continent africain par le cap de Bonne-Espérance. Inauguré officiellement le 17 novembre 1869, le canal a profondément transformé le commerce international et demeure aujourd'hui un pilier essentiel de l'économie mondiale. Long d'environ 193 km, le canal de Suez permet chaque année à des milliers de navires de transporter des marchandises, du pétrole, du gaz naturel liquéfié et des produits manufacturés entre les différents continents. Grâce à cette route maritime, les compagnies de transport réduisent considérablement les distances, les coûts de navigation et les délais de livraison. Le canal représente ainsi un maillon indispensable des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour l'Égypte, le canal de Suez constitue une ressource économique majeure. Les droits de passage versés par les navires génèrent des revenus importants qui contribuent au développement national. L'autorité du canal de Suez poursuit régulièrement des projets de modernisation afin d'améliorer la capacité de navigation, de renforcer la sécurité maritime et d'accueillir des navires toujours plus grands. L'élargissement de certaines sections du canal a permis d'augmenter le trafic et de réduire les temps d'attente. Le canal de Suez possède également une dimension géopolitique considérable. Son emplacement stratégique en fait un point de passage essentiel pour le commerce international et pour l'approvisionnement énergétique de nombreux pays. Toute perturbation de la navigation dans cette zone peut avoir des conséquences immédiates sur les échanges commerciaux, les prix des matières premières et l'économie mondiale. Au-delà de son importance économique, le canal de Suez symbolise le rôle stratégique de l'Égypte dans le commerce maritime mondial. Il renforce la position du pays comme carrefour entre l'Orient et l'Occident et contribue à attirer les investissements dans les secteurs de la logistique, des transports et de l'industrie. Les zones économiques situées autour du canal favorisent également le développement de projets industriels et commerciaux destinés à soutenir la croissance économique. Aujourd'hui, face à l'évolution constante du commerce international, le canal de Suez continue d'occuper une place centrale dans les échanges mondiaux. Grâce aux investissements réalisés dans ces infrastructures, aux technologies de navigation modernes et aux projets de développement qui l'entourent, il demeure l'une des routes maritimes les plus sûres, les plus rapides et les plus stratégiques de la planète. Son rôle est appelé à rester essentiel dans les décennies à venir, tant pour l'Égypte que pour l'économie mondiale.
Alors, de retour sur le plateau pour passer en revue les dernières nouvelles au cours des dernières 24 heures, à commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu par téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron. Lors de l'entretien téléphonique, le chef de l'État a exprimé la solidarité de l'Égypte avec la France à la suite des récents incendies. Il a réaffirmé la disponibilité de l'Égypte à apporter tout soutien possible. De son côté, le président français a salué ce geste de solidarité, le qualifiant de reflet de la profondeur des relations bilatérales. L'Égypte a confirmé que des enquêtes sont toujours en cours pour déterminer les circonstances de la récente attaque contre deux navires dans le port de Damiette et pour identifier les responsables, notant que certains médias étrangers ont publié des informations inexactes et fausses concernant l'incident. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a appelé les médias, les agences de presse et les correspondants étrangers en Égypte et à l'étranger à faire preuve d'exactitude dans les informations qu'ils publient. Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis et Israël avaient convenu de suspendre les nouvelles frappes prévues contre l'Iran à la demande de Téhéran et d'autres pays de la région à condition qu'un accord soit rapidement conclu. Vendredi, Donald Trump avait menacé lors d'un conseil des ministres de frapper l'Iran très fort. Cette annonce intervient peu après que les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à envisager de quitter le Moyen-Orient en raison d'une possible escalade du conflit régional. Et concernant la situation au Liban, l'armée de l'occupation israélienne a annoncé qu'un de ses soldats avait été blessé lors d'un affrontement avec des combattants du Hezbollah dans le sud du Liban. L'armée israélienne a ajouté avoir tué plusieurs membres du Hezbollah. Pour sa part, le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé que l'armée libanaise est la seule garante de l'unité, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban. Il a souligné que la patrie ne peut être protégée que par son armée. L'association marocaine des droits humains a appelé à l'ouverture d'une enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur les causes de l'afflux inédit de migrants survenus entre la ville marocaine de Fnidek et l'enclave espagnole de Ceuta. Des dizaines de milliers d'émigrants, majoritairement de jeunes Marocains, ont rejoint illégalement ces derniers jours l'enclave espagnole de Ceuta dans le nord du Maroc après la propagation d'une rumeur annonçant l'ouverture de la frontière. Selon les autorités espagnoles, la quasi-totalité des 60 000 personnes ayant franchi la frontière ont depuis été renvoyées au Maroc. Ces mouvements ont provoqué des scènes de chaos et fait au moins 67 morts selon les autorités espagnoles. On passe au territoire palestinien occupé. De nouvelles frappes nocturnes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait au moins 8 morts en dépit de l'annonce d'un accord sur un désarmement du mouvement Hamas et un retrait israélien du territoire palestinien. Parmi les victimes, un homme et une femme ont été tués dans la soirée et plusieurs autres blessés lorsqu'un hélicoptère militaire israélien a frappé un appartement au sud de Deir al-Balah. Le ministère palestinien de la Santé a indiqué que 152 personnes avaient été tuées dans le territoire en juillet, le bilan mensuel le plus élevé depuis le début de l'année. Et en Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation israélienne ont arrêté 19 Palestiniens lors d'une vaste campagne de perquisition dans diverses régions, dans le sud et le nord-ouest de Naplouse. Et à Tobos, les forces israéliennes ont arrêté un enfant palestinien après avoir perquisitionné la maison de sa famille. Les forces israéliennes ont également envahi plusieurs régions dans la ville de Jérusalem, dont le camp de Kalandia dans le nord de la ville.
Et tout de suite, donc, on passe à un sujet sur la nouvelle capitale administrative, où je pense qu'on va passer à notre sujet de débat. C'est le Conseil de paix du président américain Donald Trump qui a publié sur X une feuille de route en 15 points dédiée à la mise en œuvre d'un plan global pour la paix à Gaza. Cette feuille de route repose sur plusieurs principes, bien sûr, destinés à encadrer la deuxième phase du cessez-le-feu et la transition politique dans l'enclave palestinienne. Pour parler davantage de ce sujet, on a donc le plaisir d'accueillir Monsieur Rızkı Şahat, analyste politique via Zoom. Bonjour, Monsieur Rızkı Şahat. Bonjour et bonjour à tous les spectateurs de Nahel TV. Alors, vous êtes toujours le bienvenu sur Nahel TV International. Donc, on parle de cette feuille de route, de ce plan de paix américain dans la bande de Gaza et qui est supposé donc entrer dans la deuxième phase. Malgré bien sûr les frappes continues sur la bande de Gaza et les violations du cessez-le-feu et aussi les attaques survenues quasi régulièrement en Cisjordanie occupée, alors comment vous voyez cette feuille de route? Est-ce qu'elle est réellement différente des précédentes initiatives américaines? Oui, après, bien sûr, la réunion stratégique de Sharm el-Sheikh qui a changé beaucoup de choses dans la région, le succès de la politique égyptienne, la résistance contre une immigration massive du peuple palestinien du Gaza vers l'Égypte, nous rentrons aujourd'hui dans la deuxième phase qui est prévue, donc, ce n'est pas une surprise pour personne. Le peuple gazaoui qui reste chez eux, dans plusieurs phases, on va améliorer leurs conditions de vie. Et donc, M. Trump maintenant entre d'un côté, veut se montrer comme un homme de paix à Gaza et un homme de guerre ailleurs. Oui. Donc nous, ce qui nous intéresse, que pour nous, la cause palestinienne, elle était toujours la cause principale pour l'Égypte et pour la région. Donc déjà, c'est la meilleure réponse qu'on commence déjà la deuxième phase à Gaza, malgré, comme vous dites, malgré les attaques israéliennes permanentes, puisque Israël, elle est contrainte d'accepter cette deuxième phase. Elle n'aura pas le choix d'échapper à cela. Et ça, c'est pour moi la meilleure réponse par rapport à ce qui s'est passé à Damiat il y a quelques jours. Et donc, on se félicite de mettre en pratique cette deuxième phase. Oui, alors, Monsieur Rızkı Şahat, selon vous, quelles sont les principales entraves ou les principaux obstacles à l'application de cette deuxième phase? Le principal obstacle, il a un nom, il s'appelle Benjamin Netanyahu. C'est le seul obstacle aujourd'hui et hier et demain contre tout ce qu'on fait pour la paix et la stabilité de la région. Heureusement, le président américain, il adopte le point de vue égyptien et il oblige Israël, qui n'est pas une force absolue, elle a une certaine force, mais il l'oblige à accepter le plan égyptien. Donc, le Premier ministre israélien est l'obstacle principal à chaque fois, et comme d'habitude, et ce n'est pas étonnant du tout. Mais bon, un jour, il ne sera plus là et les choses iront vers le mieux. Oui, mais on doit dire donc que Benjamin Netanyahu n'agit pas donc d'une manière unilatérale, mais bien sûr, il y a le feu vert des États-Unis de Donald Trump. Bien sûr, c'est les États-Unis qui ont toujours le dernier mot. On l'a vu dans plusieurs circonstances, que ce soit avec la guerre avec l'Iran. Elle a écarté complètement Israël de cette guerre, ce qui va permettre d'enlever la gêne pour des pays arabes qui souhaitent se défendre et donc écarter Israël de cette guerre, comme ce qui s'est passé dans les années 90
avec la guerre de l'Irak et le Koweït, Israël, elle recevait des missiles irakiens et elle n'avait même pas le droit de répondre à l'époque du Premier ministre Isaac Shamir. Oui. Et donc, du coup, le dernier mot, c'est toujours aux États-Unis d'Amérique, ça se comprend, c'est logique, c'est la puissance importante dans ce monde. Oui. Et puis, la volonté égyptienne qui est là, qui défend toujours les intérêts et la sécurité du monde arabe. Oui, et bien donc, sûr. notre ligne ne changera pas, on résiste, on n'est pas seul sur le théâtre international, et on fait ce qu'on peut et on le fait bien. Donc, Monsieur Reskeshhata, vous avez vu donc que cette deuxième phase était donc entravée par plusieurs choses, dont bien sûr la violation incessante du cessez-le-feu par Israël, aussi le refus du Hamas de désarmer, parmi les obstacles bien sûr, ou les principaux obstacles. Et après, on voit que Donald Trump a publié sur X une feuille de route en 15 points concernant donc cette deuxième phase, donc un changement donc on peut dire inattendu, et ça doit venir chaque fois de Donald Trump. Alors pourquoi ou comment vous expliquez donc ce changement de la part, ou cette prise de décision subite de la part du président américain Donald Trump? Mais écoutez, le calcul n'est pas si simple que ça. Il y a un conflit beaucoup plus grand que ça dans la région. Et on va commencer par Hamas, par exemple. Hamas, elle a accepté finalement de rendre ses armes à une autorité légale palestinienne. C'est ce qui est marqué dans l'accord. Donc pourquoi aujourd'hui Hamas a accepté celle qu'elle a toujours refusée? Oui. Eh bien, tout simplement parce que l'Iran n'est plus en mesure de financer Hamas et de donner à Hamas, malgré que le régime iranien c'est un régime chiite et Hamas sont sunnites, mais c'est une partie des frères musulmans qui travaillaient toujours avec l'Iran, oui, parce que l'Iran était le principal fournisseur pour Hamas. Aujourd'hui, Hamas n'a pas de fournisseur, les choses doivent rentrer dans l'ordre et l'autorité palestinienne doit gérer le territoire palestinien, un point final. Donc ça, c'est pour Hamas, elle a accepté de rendre ses armes à une autorité légale palestinienne. De l'autre côté, Israël, elle n'a pas de prétexte non plus de continuer à occuper Gaza. Israël, quand elle voit que face à elle, il y a des gens qui réfléchissent et qui sont puissants, on l'a obligé à se retirer du Sinaï. Et ça, c'est une expérience énorme pour l'Égypte. Et on marche sur cette expérience-là. L'Égypte, elle a des frontières avec Gaza. L'Égypte, c'est une armée. D'abord, permettez-moi, entre parenthèses, de saluer les héros égyptiens qui ont réussi à remorquer un bateau qui aurait pu être une catastrophe énorme. Ça, c'est des vrais héros. C'est les héros de la paix. Légende, on a réussi à éloigner. Oui, c'était donc. On a réussi à éloigner un bateau. Allez-y. Oui. Oui, alors continuons donc avec cette feuille de route. Est-ce qu'on parle ici, Monsieur Reskeshhata, on parle d'une véritable transition politique dans la bande de Gaza ou en Palestine en général, ou on parle seulement d'un accord sécuritaire temporaire? Il n'y a pas donc ce plan de paix durable, entre parenthèses. Est-ce que le mot durable existe encore, ou c'est simplement un plan ou une feuille de route temporaire? Non, ça va être vraiment, ça va exister, et ça va exister pour une raison très simple. Le premier fournisseur d'Israël, il veut ça, et les pays arabes, ils veulent ça également. Donc, quelle qu'elle soit la résistance israélienne et la résistance de Hamas, on va y arriver à cet accord et à exécuter cet accord et reconstruire Gaza pour que le peuple de Gaza ait le droit à vivre une vie digne de ce nom, avec des enfants qui doivent avoir leurs écoles, leurs hôpitaux,
des universités. Je veux dire, c'est ce qui a fait le plus grand malheur à Gaza. Le responsable du malheur à Gaza, c'est Israël d'un côté et Hamas de l'autre. Et ces deux belligérants, ils vont sortir de l'équation, et c'est les États-Unis et l'Égypte et les pays arabes qui vont prendre le relais pour imposer cette paix qui est légale, légitime, et même l'Union européenne, les Nations unies, tout le monde entier, il est avec cette solution. Donc, il n'y a pas de raison. Bien sûr que les autres forces, les autres puissances, l'Iran et tout ça, elle va essayer de nouveau de jouer tant qu'il peut, parce que moi je pense que bientôt, le problème iranien, elle sera terminé. Oui, et c'est ça justement ma question. Est-ce que ce plan de paix ou le passage à la deuxième phase du plan de paix américain, est-ce que ça va avoir une influence directe sur le conflit au Moyen-Orient, cette guerre en Iran et les attaques américaines et israéliennes en Iran? Quand Gaza est libre et indépendante, et elle décide pour elle-même, le peuple palestinien décidera pour lui-même, il n'y aura plus de prétexte pour les forces du mal, que ce soit les frères musulmans, que ce soit les ayatollahs, ils ne peuvent plus faire grande chose. Et eux, ils travaillaient sur un projet soi-disant pour défendre Gaza, mais en réalité, c'était leur propre agenda qui essaye de le réaliser. Et quand Gaza ira bien, ce prétexte ne sera pas d'actualité. Et quand ce prétexte ne sera pas d'actualité, on retire déjà une carte des jeux. Maintenant, quand le régime iranien menace les pays de Golfe et menace... jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. On est en train de faire nos enquêtes pour savoir qui a lancé ce drone sur Damiette. Mais tout ça, ça prendra un peu de temps pour prouver par A plus B qui est le responsable de cette histoire. Oui. Et donc, je pense que tout est lié. Le problème, je comprends, vous me posez des questions que pour l'accord de Gaza, mais en même temps, tout est lié. Tout est lié dans cette région. C'est une région riche de pétrole qui fait envier tout le monde. C'est une région où il y a des régimes de fous qui veulent imposer leur volonté. Il y a aussi, de l'autre côté, les forces sages, les forces de sagesse, comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite, qui cherchent le développement et la stabilité, comme la Turquie, plus ou moins, et comme aussi le Pakistan. Et je pense que c'est la sagesse qui va dominer, et la preuve, c'est qu'on avance dans le dossier de Gaza et dans la deuxième phase de l'accord de Gaza. Oui. Ma dernière question, Monsieur Resko Shahata, concernant donc le rôle des pays arabes, en tête bien sûr l'Égypte, pour la mise en œuvre de ce plan de paix, et pas seulement les pays arabes, mais les pays sages ou les directions sages, comme vous venez de dire, comme la Turquie, le Pakistan. Quel sera le rôle pour mettre en œuvre durablement ce plan de paix? Depuis 1979, il y a un élément perturbateur qui est les passes d'Aran, les gardes révolutionnaires en Iran. On a vu toute cette période-là, tous les crises, ils partaient de là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient exporter leur régime partout dans le monde arabe. Ce qui est impensable et impossible à la fois. Donc, c'est ce grand perturbateur, il faut en finir avec ce régime-là, parce qu'il est très mauvais pour son peuple, pour le peuple iranien, et de deux, parce qu'il a une philosophie de destruction. L'Égypte, en 1979, elle a fait la paix avec Israël, elle a reconnu l'État d'Israël dans sa frontière, à condition qu'il y aura un État palestinien qui vit côte à côté de l'État israélien, avec tous ses droits. Ça, c'est la position égyptienne depuis un demi-siècle, c'est toujours cette même position. De l'autre côté, quand il sort des forces, comme les Iraniens, qui jour et nuit, ils parlent du grand Satan et des petits Satans, je pense qu'ils se détruisent eux-mêmes à la fin, parce que ce grand Satan, soi-disant, et ce petit Satan,
ils sont aussi forts comme lui et que la destruction n'est pas une solution. Tous les peuples du monde, ils ont le droit à vivre tranquille, et commençons par le peuple de Gaza qui a payé le prix le plus cher à cause de cela, à cause d'un grand conflit, et ils sont dans le cœur de ce conflit-là, et à cause de ce conflit un peu religieux, un peu révolutionnaire, a fait que Gaza aujourd'hui a subi ce que personne ne pourrait subir dans ce monde. Et aujourd'hui, on est en train de réparer tout ça, et tant mieux. Oui, alors Monsieur Resko Shahat, analyste politique, merci beaucoup pour votre